Salam alaikum Azul, bonsoir. On a toujours entendu dire que l'ANP, l'Armée nationale populaire, est la digne héritière de l'ALN, l'Armée de libération nationale. Et il est totalement, mais alors totalement rédhibitoire de contredire cette assertion, qui est devenue une sorte de profession de foi. Comme il est tout à fait inadmissible de faire endosser la responsabilité de la crise à la même ANP, qui est pourtant l'alpha et l'oméga de toute décision politique, de toute orientation, de la désignation des principales façades du régime, comme le président de la Zama République, et tous les autres, comme la distribution de la rente et la mise en coupe réglée de toutes les ressources du pays. Et comme pour tout le reste, pour tous ceux qui ont un tant soit peu de responsabilité, il est de mise de s'affirmer le contraire de ce qu'on est réellement. Et de la même manière que dans ce pays où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains des principaux décideurs militaires et leurs complices, ne voilà-t-il pas que le ministre de la Justice vient nous affirmer publiquement que l'Algérie est un État de droit, où la séparation des pouvoirs est consacrée, pour reprendre ses propres termes, où la justice est indépendante, pour reprendre ses propres termes, où le Premier ministre vient nous dire, en nous regardant droit dans les yeux, que le président Bouteflika a vraiment été élu par les Algériens et que c'est lui qui dirige le pays. Où le patron du principal syndicat, l'UJTA, nous affirme en rigolant entre ses chicots que les prochaines élections présidentielles ne sont qu'une simple formalité, une kermesse sympathique, et que Bouteflika est déjà élu. Où Houda Ferhoun, la ministre des Communications, quelque chose dans le genre, nous miaule très sérieusement que l'Algérie est l'un des pays les plus performants en matière d'Internet, alors qu'il est classé que le pays est classé parmi les derniers du monde, où tout est fait pour réduire la connectivité de façon délibérée, où l'ex-ministre de la Santé nous jure ses grands dieux et nous défie même d'aller vérifier que les hôpitaux algériens sont dotés d'équipements que même l'Europe et les USA nous envient, alors que tous les membres du régime et toutes leurs familles ne se soignent qu'à l'étranger, où ils meurent d'ailleurs. Pour la plupart d'entre eux, on les rapatrie en tant que cadavres une fois qu'ils vont se faire soigner, puisqu'ils refusent de se rendre dans nos mouroirs. Et c'est ainsi pour tout. Il en est de même pour le patron de l'armée, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, qui passe son temps à nous dire que l'armée ne s'immisce pas. Non, elle ne s'immisce pas dans les affaires politiques du pays. Alors que pas un seul Algérien n'ignore qu'il n'y a que l'armée qui fait de la politique dans ce pays, où tout le monde en a le choix contre deux postures, se mettre au garde à vous ou à plat ventre. Écoutez ce que nous dit M. Ahmed Gaïd Saleh. J'ai auparavant souligné et clarifié avec insistance à maintes occasions que l'armée nationale populaire est une armée qui connaît ses limites, voire le cadre de ses missions constitutionnelles, qui ne peut en aucun cas être mêlée aux enchevêtrements des partis et des politiques, ou être immiscée dans des conflits qui ne la concernent ni de près ni de loin. En dépit de cela, certains s'autoproclament parrains de l'ANP, voire son porte-parole, omettant ou volontairement négligeant que l'ANP est une armée du peuple algérien, une armée avec tout ce que cela représente pour le présent et pour l'avenir. Que tout le monde sache qui n'est autre tuteur pour l'armée nationale populaire
digne héritière de l'armée de libération nationale, que les orientations de son Excellence le Moudjahid, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Une armée qui veille en permanence, et je le redis encore une fois, elle veille avec discernement, sans jamais fermer l'œil, et travaille avec persévérance, conformément aux lois de la République et aux dispositions de la Constitution algérienne. Une armée qui ne permettra aucun dépassement engendrant le désordre et ne permettra pas de troubles qui pourraient être envisagés par certaines parties prêtes à mettre l'Algérie en danger pour arriver à leur fin ou pour sauvegarder ou réaliser leur intérêt personnel abject. بإلحاح شديد في العديد من المناسبات على أن الجيش الوطني الشعبي هو جيش يعرف حدود بل نطاق مهامه الدستورية والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في متاهات حزبية وسياسية وزج في صراعات لا ناقة لها فيها ولا. Pourtant, après qu'un clan adverse à celui qui tient la Combuse ait manifesté son intention de désigner un autre président Fassad à la tête du pays, lui aussi militaire, général-major, ne voilà-t-il pas que le même patron de l'armée, M. Ahmed Gaïd Saleh, change violemment de discours pour envoyer un message sans nuance? Il dit tout simplement que c'est l'armée qui va sécuriser les prochaines élections. Et par là, il veut dire, en fait, que personne d'autre que l'armée, celle qui tient les manettes, ne peut désigner un autre président, puisque c'est elle qui contrôle les mécanismes de la fraude. Il veut donc dire que c'est l'armée qui sécurise les résultats des élections. Écoutez. سيكون سانحة أخرى يبرهن من خلالها الجيش الوطني الشعبي عن قدرته العالية في تأمين مثل هذه الاستحقاقات الوطنية الكبرى ويؤكد جاهزيته القصوى والدائمة من أجل إرساء كافة مواجبات الأمن عبر كافة أرجاء الوطن. وإننا نتعهد في هذا السياق بأن سير وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم بإذن الله تعالى وعونه وقوته في أجواء آمنة تسمح لشعبنا بممارسة واجبه الوطني في ظروف عادية وطبيعية تليق بصورة الجزائر وبمكانتها الرفيعة. Aujourd'hui. TSA, l'ANP réaffirme sa neutralité et ses aptitudes à sécuriser la présidentielle. Par Riyad Hamdi. El Watan, crise politique et élection présidentielle, le rôle de l'armée en question. Par Hassan Wali. La Nouvelle République. Gaïd Salah met en garde contre les critiques sur les positions de l'armée. Par Chérif Abdedaïm. Algérie, la décision politique et l'armée. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi mon ami Saïd Aknin, militant pour la démocratie. Saïd, merci d'être avec nous. Merci mon frère pour l'invitation. Merci. Nous aurons au téléphone Mohamed Khelfaoui, ex-officier supérieur de l'armée. Sofiane Gilali, président de Gil Jadid et membre fondateur de Mouatana. Khlef Saïdi, militant pour la démocratie. Merci à vous trois d'être avec nous. Nous allons commencer par Mohamed Khelfaoui, qui est un officier supérieur de l'armée à la retraite. Mohamed Khelfaoui, merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur Nabi. Bonsoir à tous les amis qui sont sur le plateau et ceux qui sont au téléphone. Merci. Alors, Mohamed Khelfaoui, une question simple pour commencer, pour faire un tour de micro. Réellement, qu'en est-il du rôle de l'armée dans la décision politique en Algérie? Est-ce que, comme le dit Gaïd Saleh, elle se confine dans ses seules prérogatives constitutionnelles et, comme il l'a répété souvent, qu'elle ne se mêle jamais de politique, qu'elle se contente de défendre l'intégrité du pays et de combattre le terrorisme?
Bon, défendre l'intégrité du territoire, défendre contre la menace intérieure et extérieure, ça c'est la Constitution qui le dit. Oui. Maintenant, dire que l'armée est en dehors, moi je dis que du fait que le ministre de la Défense et le président de la République, elle est impliquée dans la politique, directement. Parce qu'il est son ministre. Évidemment, ça fait la politique. Ensuite, nous dire que l'armée restera en dehors, nous savons que depuis notre indépendance, le candidat à la présidence est choisi ou sa candidature est validée par l'ANP. Mais ce qui fait encore plus mal, ou qui est, je dirais, non conforme, non logique, qui ne va pas dans le même sens que les déclarations, c'est l'utilisation de la force publique, par exemple, contre le général-major et non moins docteur en sciences politiques, pour le moins des programmes. Parce que comment utiliser cette force alors que c'est une affaire de citoyenneté? Une personne qui va y aller, bon, on peut lui dire, écoutez, monsieur, s'il vous plaît, retirez-vous parce qu'il y a ça et ça et ça. Bon, mais par d'autres moyens. Mais utiliser la force publique, c'est comme si c'est une milice qui appartient à des personnes. Et pour ce qui est de la menace de Gaïd Salah, quand il dit attention, c'est tout à fait contraire à ses habituelles déclarations. Quand il dit attention, c'est nous qui sécurisons les élections. Est-ce que ça veut dire qu'il va sécuriser les bureaux de vote ou est-ce qu'il va sécuriser les résultats, c'est-à-dire contrôler les mécanismes de la fraude? Non, en fait, ce qu'on peut comprendre au premier niveau, c'est si, quels que soient les résultats, aucune contestation n'est acceptée. Maintenant, lorsqu'il dit à propos des gens qui veulent utiliser l'ANP pour arriver à leur fin, et pourquoi il ne s'attaquerait pas à ceux qui veulent utiliser les forces de sécurité pour rester au pouvoir? Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui, je reviens à vous. Nous allons faire un tour de micro. Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. Sofiane Gilali. Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, vous êtes avec nous en Skype normalement. C'est ça. Alors, Sofiane Gilali, même question. Est-ce que l'armée, comme l'affirme son chef, son sous-chef, puisque lui dit que c'est le président de la République et le chef suprême des forces armées, président de la République dont tout le monde sait qu'il est complètement hors jeu, mais bon, ça ne fait rien. Est-ce que d'après vous, l'armée est réellement dans ses prérogatives constitutionnelles, ça veut dire confinée dans son seul rôle de défendre la nation contre toute atteinte extérieure et de combattre le terrorisme, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de politique, qu'elle ne s'immisce pas dans la politique, qu'elle ne désigne pas les présidents, qu'elle ne distribue pas la rente? Non, il est évident que l'armée a un rôle central dans la politique en Algérie. Il ne faut pas cacher l'évidence. Monsieur Gaïd Salah est vice-ministre de la Défense. Il porte parfois la tenue civile, parfois la tenue militaire, puisqu'il est en même temps chef d'état-major. Et le président de la République est ministre de la Défense. Même la construction de l'architecture étatique en Algérie fait que le politique est totalement imbriqué dans le militaire. Et en plus, tout le monde sait le rôle extrêmement important des partis, le démembrement sécuritaire même de l'armée, le rôle qu'il tient dans la politique, dans la vie politique en général. Ça remonte à très loin. Il ne faut pas oublier que l'État algérien est historiquement très récent. Et en 1962, cet État s'est érigé autour de ce qui restait à ce moment-là, on peut dire de l'ALN qui s'est transformé en ANP, ou alors des seigneurs de la guerre, c'est valable aussi. Et à partir de ce moment-là, tout s'est déroulé en fonction des intérêts que arbitrait l'armée, car n'ayant pas un État avec des traditions, il n'y avait pas d'hommes d'État, il n'y avait pas de classe politique, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait plus de partis politiques réellement qui étaient fondés sur des programmes.
Tout cela a fait que l'armée s'est retrouvée comme seul acteur institutionnel qui a pris en charge la construction de l'État algérien moderne et à ce moment-là, elle assume les bons côtés et les mauvais côtés. Donc, il serait peut-être bon pour que les téléspectateurs suivent sans trop de confusion cette discussion, de séparer le rôle de l'armée en tant qu'institution dans le système constitutionnel algérien ou dans le système d'État ou de pouvoir algérien, pour être plus précis, puisque la Constitution n'est là que pour couronner un petit peu et rendre légal ce qui a été placé par la force. Et il faut séparer aussi avec toutes les dérives, autant dans l'abus de pouvoir, une forme de répression par rapport à la société, et également tout ce qui relève de la corruption, qui, elle, touche tout autant l'institution militaire que le gouvernement civil, que le pouvoir au sens général, les walis, les ministres, les chefs d'aïra et que sais-je encore, les responsables d'entreprise, Sonatrach, etc. Donc il y a en Algérie un système de pouvoir globalement en dehors de l'état de droit, avec un noyau qui reste institutionnalisé, qui est l'armée, avec ses qualités et ses défauts. Et restez avec nous, Soufiane Djilali. Khalaf Saïdi, merci d'être avec nous. Khalaf Saïdi. Khalaf Saïdi. Bien, nous l'avons perdu. Saïd Aknil. On vient de nous dire que l'ALN, d'ailleurs c'est un leitmotiv, c'est une profession de foi quasiment, l'ANP digne héritière de l'ALN. Or l'ALN, à ma connaissance, elle a procédé de la libération du pays. Elle a libéré, elle a décolonisé, elle a chassé le colonialisme pour rendre la souveraineté politique au peuple algérien, qui devrait donc en toute logique être seul, comment dirais-je, à décider de son destin. Or ce n'est pas le cas du tout, j'ai l'impression. ALN, ANP digne héritière de l'ALN. Je te resalue Djamaldine encore une fois et je passe le bonjour à nos honorables invités. Je salue aussi par l'occasion nos téléspectateurs. Ta question a beaucoup plus d'intérêt hier, aujourd'hui, et il l'aura pour demain. Parce qu'à un certain moment de notre histoire, il faut qu'on sorte à la fois de la manipulation des concepts et aussi de la confiscation de l'histoire. L'ALN, l'ANP, n'est jamais l'héritière de l'ALN. Pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que l'ANP ne s'est jamais conformé aux résolutions du Congrès de la Soumem, à savoir la primauté du politique et non du civil, comme nous le disent actuellement certains, sur le militaire. Le deuxième des choses, l'ALN fut assassiné par l'ANP en 1962. Comment? C'est quand l'armée des frontières avait marché sur les cadavres de leurs frères pour prendre le pouvoir. Et les frères sur lesquels ils ont marché, c'est eux qui ont libéré le pays. C'est-à-dire, en 1962, il y avait une bande, je dirais aujourd'hui, de voyous, voire l'état où on est arrivé aujourd'hui, qui se sont accaparés du pouvoir pour nous ramener à la situation de chaos et d'impasse dont nous sommes aujourd'hui, se faisant aider par l'armée française. Il y avait eu du mortier, il y avait eu des balles, il y avait eu de l'aide et de l'assistance à la fois logistique et à la fois humaine pour que ces voyous prennent le pouvoir. Ça, il faut qu'on l'intègre dans notre matrice de lecture de l'histoire si on veut avancer. La deuxième des choses, tout ce qui était colonel, du moins pas mal de ce qui était colonel à l'époque, ils étaient relégués, on leur a donné des missions purement politiques. Je pense à Goudjil,
Allah yarhamou. Je pense à Ali Kafi, bien que par la suite, il y avait un certain nombre de choses que je ne partage pas avec lui, mais rien ne peut lui dénier le fait qu'il soit un grand maquisard. Et là, l'armée des frontières, assistée par les DAF, les déserteurs de l'armée française, parmi eux, Nzar, et j'en passe d'autres aussi, se sont accaparés du pouvoir et ils ont complètement utilisé ce pouvoir et le dévier de sa mission. Sinon, c'est quoi l'armée? L'armée, c'est un potentiel de violence, je veux dire de force. Vous êtes en train de donner une définition théorique. Exactement. D'accord. C'est un potentiel de violence, je veux dire de force. Oui. Légal. C'est-à-dire, il y a une constitution, il y a un certain nombre de textes qui le font fonctionner. Légitime. Et ça, sans la légitimité de l'ensemble de l'architecture du système, il ne peut pas y avoir une institution légitime et que d'autres ne le sont pas. Juste. Dans quel sens qu'elle soit juste? C'est dans le cadre du respect de la légalité et dans la justesse du traitement des citoyens, dont la mission est de défendre la nation, la patrie, les frontières, contre toute atteinte et de se mettre au service de la légalité et de la légitimité. Maintenant, au cours de l'émission, nous allons essayer de décortiquer à la lumière de cette définition, c'est quoi, est-ce que cette force elle a été utilisée dans le cadre de la légalité? Est-ce qu'elle a défendu la légitimité? Est-ce qu'elle a défendu la justice? Est-ce qu'elle a défendu des intérêts claniques? Parce que si tel est le cas, on ne va plus l'appeler l'armée. On serait amené à l'appeler une milice. C'est-à-dire et nous allons développer au cours de l'émission. Khelaf Saïdi est avec nous. Merci d'être avec nous, Khelaf Saïdi. Oui, Azoul, Jamal. Azoul, marhaba bik. Alors... merci pour l'invitation. Merci. Azoul Fillawen, salam alaikum et bonsoir à tous les invités. Bonsoir. Alors, Khelaf Saïdi, est-ce que notre sujet étant l'armée aujourd'hui, dans les institutions, dans la décision politique, est-ce que nous pouvons dire que l'armée algérienne, l'ANP, est dans son rôle constitutionnel, comme nous l'affirme souvent M. Ahmed Gaïd Saleh, général de corps d'armée, chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, ou est-ce qu'elle a largement dépassé ses prérogatives et qu'elle a usurpé des prérogatives et des fonctions qui ne sont pas constitutionnellement les siennes? Oui, Jamal, sur cette question-là, moi je dirais que pour eux, pour Gaïd Salah, pour Oujmadou, pour eux, ils sont dans leur rôle constitutionnel. Ils l'admettent, ils le disent. Et pour nous, on ne va pas refaire aujourd'hui l'historique ou l'histoire de cette armée-là à tous les rendez-vous électoraux. Pour nous, elle ne l'a jamais été. Donc, elle n'a jamais été neutre. Au contraire, c'est elle qui a tout le temps décidé et imposé un président et imposé, dommage qu'elle a imposé un cadre en 2014. Ça, il ne faut pas l'oublier, je le rappelle. Khelaf Saïdi, pardon de vous interrompre. Pourquoi? Expliquez-moi quelque chose que moi, personnellement, je n'ai jamais compris. Pourquoi? Il y a comme un consensus dans l'air. On critique tout le monde. On critique Bouteflika, on critique le DRS, on critique le FLN, on demande de mettre le FLN au musée. Mais personne ne critique l'armée, alors que l'armée est le seul véritable acteur dans ce pays. Ça veut dire ce qui a été fait de bien. Si tant est qu'il y a quelque chose de bien qui a été fait dans ce pays, c'est l'armée. Et s'il y a quelque chose de mal, c'est l'armée. Or, personne ne parle de l'armée autrement que de dire l'armée est la digne héritière de l'ALN. Non, Jamal, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui. Nous avons à maintes reprises critiqué et nous sommes assez nombreux dans le passé, dans vos émissions,
un peu partout, sur Facebook et tout, dans nos écrits, nous n'avons pas cessé de dire que le véritable ou le vrai responsable de cette situation politique désastreuse, économique, pareil, inqualifiable, c'est bien sûr c'est l'armée. Ça, on l'a dit à maintes reprises, à maintes fois. Moi, je préfère, si vous voulez, décortiquer un petit peu la déclaration de l'armée, la dernière déclaration de l'armée, dont il parle des engagements de l'armée, neutralité, détermination, sécurisation. Ils parlent aussi, ils disent que c'est une occasion pour prouver une grande capacité et des hautes compétences, ainsi que la totale jahizia aptitude pour assurer et sécuriser le rendez-vous électoral, permettre et garantir la réussite du ours démocratique en permettant à tous les électeurs d'accomplir leurs devoirs envers le pays dans des conditions normales et sûres et sécurisées. Ce que je pense, ce que je vois à travers tous ces mots-là, tous ces verbes-là, hein, je l'ai bien lu en arabe, j'ai essayé de traduire en français, j'espère que je ne me suis pas trompé. Je dirais ce qui manque, et ça c'est flagrant, ce qui manque dans cette déclaration, pour moi, c'est qu'il n'y a pas l'engagement de protéger le résultat des urnes. Je ne le retrouve nullement pas. Et quand je regarde la déclaration dans sa globalité... Est-ce que c'est à l'armée qu'il appartient de sauvegarder les résultats du scrutin ou de protéger ou de sécuriser les élections? Est-ce que c'est son rôle? Est-ce que cela relève de ses fonctions constitutionnelles? Normalement, c'est non. Normalement, c'est non. Et j'allais en venir justement. Moi, ce que je pense, que la déclaration, au fait, elle est destinée premièrement aux électeurs. Aux électeurs pour... c'est une forme d'appel de dire aux électeurs, allez-y, il faut aller voter, n'ayez pas peur, l'armée serait là pour votre sécurité. 1. 2. Elle est destinée pour le candidat Ali Rdiri, qui est un ex-général à la retraite, qui ose défier quelque part ces généraux-là. 1. 2. 3. Ceux qui appellent au boycott aussi. Elle est destinée à ceux qui appellent au boycott pour dire nous serons là, l'armée sera là, attention, attention, attention. Elle est beaucoup plus destinée aussi, je pense, à l'étranger, pour leur faire admettre et croire que les élections se dérouleront dans de bonnes conditions. Et restez avec nous, Khalaf Saïdi, je reviens à vous dans un moment. Mohamed Khalfaoui, alors d'abord, expliquez-nous comment se fait-il. D'abord, je tiens à dire que pour moi, le général-major Ali Rdiri, général à la retraite, est un citoyen comme les autres, qu'il a le droit de briguer, d'avoir ce rêve d'un destin national, c'est de son droit. Mais expliquez-nous pourquoi, pour une fois, qu'il semble qu'il n'y ait pas de consensus militaire autour d'un seul candidat, pourquoi est-ce que ça ne peut venir, que ça vient encore une fois, de l'armée pour nous opposer un général à un général? Parce qu'en fait, ce n'est pas Ali Rdiri contre Bouteflika qui est quasiment mort, qui n'est plus là, qui ne sert que de façade, mais c'est Ali Rdiri contre Gaït Salah. Avec tous mes respects, M. Chenef. Oui, votre question, je ne la saisis pas bien, ou du moins, j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas de consensus. Depuis quand il y a un consensus? Vous venez de dire que c'est l'armée qui désigne tout le temps. Et je suis d'accord avec vous. Un consensus au sein de l'armée. Peut-être me suis-je mal fait comprendre. Un consensus au sein de l'armée, entre les généraux, entre les patrons de l'armée. Écoutez, l'architecture a changé. Oui. Il y avait un état-major et un service de sécurité à l'époque, l'ASM, ensuite des EDS, des UTS et des RS.
Et donc, lorsqu'on parle de termes de consensus, ce sont ces départements, ces directions qui, elles, s'entendent avec les commandements des forces, etc. Enfin, tous les commandements, on va dire, pour dire voici celui qu'on propose, notre candidat, si vous voulez. Aujourd'hui, vous me dites qu'il n'y a pas de consensus. Qui insiste, voilà, qui veut que Bouteflika se présente? Il faut répondre à cette question. Oui. Donc, alors le problème, c'est que peut-être qu'ils ont vu en Rdéri une menace dans le sens où ils risquent de cristalliser l'espoir populaire sur lui. Peut-être qu'ils craignent ça, peut-être qu'ils craignent d'autres choses que je ne voudrais pas dire parce que bon, c'est pas méchant, non. Ils risquent par exemple d'y avoir un vote sanction en faveur de Rdéri. Parce que c'est un homme propre, c'est un homme qui a une bonne formation, enfin, etc. Des qualités, il en a. Surtout sa propriété. Je ne pense pas que, enfin, je suis certain que Rdéri n'est pas venu pour qu'il est venu avec un projet pour libérer la société. Et est-ce qu'il serait farfelu, Mohamed Khelfaoui, est-ce qu'il serait farfelu de dire ou de penser que Bouteflika va peut-être jouer le lièvre pour Ali Rdéri? Il va jouer le rôle de repoussoir pour inciter tous les Algériens, tellement ils en ont marre des Bouteflika, ils vont massivement aller voter Ali Rdéri. Et ce qui fait que Bouteflika va peut-être jouer le rôle du lièvre là. Pas du tout. Bouteflika ne l'acceptera jamais, ni sa famille, ses amis. Pas du tout. Il y a des gens qui ne peuvent vivre que par lui. Le départ de Bouteflika semble grave pour eux. Et on a l'habitude d'imposer le président, pourquoi il ne ferait pas maintenant? Et il sera imposé. Donc, d'après vous, les jeux sont faits. Les jeux sont faits. C'est Bouteflika qui sera le président. Absolument. Mais voilà, il ne faut plus répéter les mêmes erreurs, c'est-à-dire appeler au boycott ou quitter. Parce que si à chaque fois, eux, ils vont tricher, ils vont traficoter, vous retirez. Bon, ça devient un jeu, ça devient un processus. Et on va aller avec ce processus jusqu'à l'éternité. On sait qu'ils vont tricher, moi je ne les présente pas. On sait ils vont tricher, ils vont abandonner. Donc il faut y aller, mais cette fois-ci, c'est un tournant décisif parce qu'il faut défendre sa voix. L'Algérie ne peut plus supporter. Ce sont d'autres générations. Mais comment défendre sa voix, Mohamed Khelfaoui? Comment défendre sa voix, lorsque Gaïd Saleh, le chef de l'armée, vous annonce que c'est l'armée qui va sécuriser les élections? Ça veut dire sécuriser les résultats. Ça veut dire sécuriser la fraude. Ça veut dire désigner le président seul et elle seule. Comment vous allez défendre votre voix? Moi, je demande à ces décideurs ou à ces hommes de pouvoir ou à ces régimes d'essayer de comprendre que l'Algérie a besoin de son nouveau, a besoin de s'ouvrir pour éviter à nos enfants de mourir, de se faire dévorer par des poissons en Méditerranée. L'Algérie a besoin d'être construite. L'Algérie a besoin d'une élite. L'Algérie a besoin de tout ça comme partout. Elle a besoin de sa fierté, grâce à la révolution, la guerre de libération. La jeunesse a besoin de s'exprimer. Les chercheurs, les artistes et tout ça ont besoin d'ouverture de champs d'expression pour eux, pour faire de cette Algérie celle rêvée par ceux qui l'ont libérée. Revenir au mythe fondateur de notre pays, l'État républicain, démocratique et social. Arrêtons de massacrer le pays. Faites attention, vous assumez des responsabilités. L'armée, à chaque fois, est là pour assumer les erreurs du politique. Restez avec nous. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Soufiane Djilali, d'après vous, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire Mohamed Khelfaoui, de suggérer? Est-ce que les jeux seraient déjà faits, que M. Bouteflika serait déjà élu, ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que M. Bouteflika va peut-être jouer le rôle du lièvre pour M. Ali Rdéri? Tout d'abord, je voudrais saluer Mohamed Khelfaoui, qui voilà un ancien officier des services en plus et qui vient parler ouvertement, qui donne son opinion et je pense très objectivement.
Ça signifie qu'il y a quand même des hommes, des Algériens qui sont tout à fait honorables, et il y en a beaucoup. Malheureusement, cette institution est gérée non pas par rapport aux compétences, elle n'a pas été confiée aux plus compétents, elle n'est pas confiée aux patriotes, elle est confiée à des gens, je pense, qui n'ont pas le sentiment que l'Algérie doit être choyée, qu'on doit réfléchir à l'avenir des générations. Je pense que leur personne passe devant tout. Monsieur Bouteflika, qui a été au pouvoir maintenant, bientôt, il boucle les 20 années, il a fait en sorte d'avoir les hommes de main qu'il lui fallait à la tête de l'armée. Et c'était un jeu d'aller-retour. L'armée a soutenu Bouteflika, Bouteflika a soutenu les chefs qu'il a voulu mettre à la tête de l'armée. Et tous ensemble, ils ont fait comme si qu'ils ne voyaient rien, ils n'entendaient rien de ce que pouvait dire le peuple. Donc, je suis tout à fait d'accord aussi avec vous lorsque vous dites que M. Gaïd Salah veut sécuriser les résultats. Il ne cherche pas à sécuriser les voix des Algériens. Il ne sécurise pas la souveraineté, l'expression libre des Algériens. Il veut se donner l'assurance d'aboutir aux résultats qu'il a décidé à l'avance. Voilà, malheureusement, et c'est pour cela que les élections présidentielles ne représentent pas, pour le moment en tout cas, une issue qui pourrait être favorable. Il est clair que si M. Bouteflika se présentait, ce n'est ni pour faire le lièvre, ni pour faire du cinéma. Je pense qu'ils l'imposeront, même s'il est complètement absent, même s'il est totalement inconscient. Et c'est là où les analyses et les approches diffèrent. Je sais, de très nombreux Algériens pensent que c'est le moment d'aller voter, c'est le moment d'aller exprimer sa volonté, mais c'est très difficile de me convaincre d'aller vers ces élections, car encore une fois, ça sera utilisé pour légitimer quelle est votre position en tant que chef de parti et chef de ce conglomérat de partis de personnalités politiques qui est Mouatana? Quelle est votre position pour ce qui est des voix? Est-ce que vous appelez les gens à voter ou à boycotter? Écoutez, la décision finale n'a pas été prise puisqu'on attendait de voir si M. Bouteflika allait être candidat ou pas. Il y avait des doutes là-dessus. Le Mouatana prendra en toute indépendance sa position. Ce que je peux vous dire, c'est que Mouatana ne sera le soutien d'aucun candidat en particulier. Quant à Djil Jadid, il décidera un peu plus tard, une fois que le Conseil constitutionnel aura affiché la liste, mais il sera très très difficile, pour ne pas dire impossible, de soutenir quiconque. Maître Zoubida Assoul, le porte-parole de Mouatana, a annoncé son ralliement au candidat Ali Rderi. Oui, en tant que parti faisant coalition dans Mouatana, je pense qu'elle a assumé, en tout cas seule, cette responsabilité. On devra discuter bientôt de cette difficulté à gérer deux positions complètement contradictoires. Donc ça devrait prendre une solution, devrait résoudre ce problème les jours à venir. Restez avec nous, Sien Djilali. Saïd Daknin, vous nous parliez tout à l'heure, moi j'ai beaucoup aimé votre description de ce que devrait être l'armée. Un potentiel de force, de violence légitime, légale, juste, au service de la nation. Je complète un peu moi aussi pour apporter mon grain de sel. Il y a toujours des interactions entre nous. Voilà, constituer des enfants de ce peuple. L'armée, ce n'est pas des mercenaires qu'on importe, hein, elle est constituée des forces vives qu'on va chercher au sein même du peuple. Généralement, ce sont les couches les plus défavorisées et les jeunes qui vont faire leur service militaire. Et donc, tout ça pour se servir de cette force immense, énorme, et qu'on dote de façon... On va en parler un peu, hein, de ces armements qu'on acquiert depuis des années. Je vais arriver là. Et alors, finalement, cette armée, ce n'est pas ce que vous dites. Ce n'est pas une force légitime, ce n'est pas une force mise au service du peuple. C'est une force qui a été captée par une junte qui s'en sert pour prendre le pouvoir, pour se servir de la rente
pour voler les richesses du pays, enrichir leur clientèle. Je m'excuse, je dis les choses comme elles sont. Hein, exactement, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Jamel-Din. Simplement, tout à l'heure, tu avais commencé avec une remarque de taille, à savoir qu'en Algérie, rares sont les hommes politiques, ou du moins ceux qui se disent hommes politiques d'ordre national, qui critiquent du moins le commandement militaire, si ce n'est le feu, comment il s'appelle, Monsieur Aït Ahmed, paix à son âme. Oui, en effet. Qui avait utilisé toute une littérature épuisée, diwan des généraux, conclave des généraux, et nous avons été formés, justement, éclairés par ces textes, et même aujourd'hui, quand on a un certain nombre, quand il y a le brouillard, Et lui était l'un des 9 initiateurs de la révolution algérienne. Oui, mais non seulement l'un des 9, mais il était aussi l'un des architectes de l'os. Oui, en effet. Et quand on construit l'organisation secrète qui a donné par la suite tous les organes de la révolution algérienne et qui a donné naissance à tout ce qu'on a vu par la suite, y compris l'ANP, l'ALN, là on comprend les racines, les causes racines de la problématique, et c'est par ces éclairages, c'est-à-dire cette perspective historique qui lui permettait de mettre les mots qu'il faut aux situations qu'il faut dans une perspective très lointaine, allant jusqu'à dire parfois que son seul tort, c'est d'avoir raison avant tout le monde. Je dirais pourquoi que certains n'osent pas. Parce que tout le monde sait que tout en Algérie est décidé par le diwan des généraux, le conclave des généraux. Et comme nous avons une scène politique, une scène politique qui est là, c'est des hypocrites. Ils attendent tous à ce qu'ils se disent, il y a quand même des hommes et des femmes qui sont honnêtes, ils se disent, attendez, on va être très très correct avec le décideur, comme ça, si demain je peux être le plan B, ils peuvent m'appeler, je peux intégrer un ministère, je peux intégrer une wilaya, mon frère il peut intégrer une daïra, ma soeur elle peut intégrer la police, mon autre frère il peut évoluer dans la gendarmerie. Voici ce qu'ils se disent. On peut me donner une ligne de crédit. On peut me donner une ligne de crédit. Ouais. On peut me donner un monopole alimentaire. Tout ça, c'est-à-dire on peut me donner un chèque, je peux importer du fer radié et que je ne vais pas être inquiété, je peux avoir le monopole du sucre, le monopole d'huile ou le monopole du café ou les travaux publics ou haddad ou tahkout, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça là, chacun, c'est pour cette raison que personne ne le dit et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit une chose à Gaïd Salah. Ta mission, monsieur Gaïd Salah, ce n'est pas de sécuriser ni les élections, ni le résultat des élections, à moins que tu n'aies pas intégré dans ta conscience, si tu en as une de militaire, c'est quoi ton rôle qui est d'abord de sécuriser l'Algérie. Il suffisait d'une petite brèche dans les frontières pour qu'on se retrouve inondé par, de surcroît, une vague d'immigration illégale. Faudrait-il se poser la question de ton rôle et de ne pas simplement venir menacer et de dire si demain il y a des mouvements sociaux, si demain... mais la question qui se pose, est-ce qu'ils se rendent compte, M. Gaïd Salah, est-ce qu'ils se rendent compte de la situation géostratégique de l'Algérie, de ce qui se passe en Mali, de ce qui se passe en Libye, de ce qui se passe au Maroc, de ce qui se passe en Mauritanie, de ce qui se passe au Niger, et du prix fort que des pans entiers de la souveraineté nationale que l'Algérie va céder avec le 5e mandat. Parce que le 5e mandat, c'est un mandat géopolitique. C'est un mandat géopolitique. Moi, je dirais plutôt géomafiocratique. Bien, parce que c'est même pas pour l'intérêt des autres. C'est juste dans le cadre d'une petite mafia qui veut se servir et qui joue sa survie. Exactement. Parce que si le clan présidentiel, constitué de Saïd Bouteflika, de Gaïd Salah et compagnie, s'ils perdent le pouvoir, il ne faut pas oublier qu'ils sont des milliers autour d'eux, à Boustifayi. S'ils perdent le pouvoir, les autres, leurs ennemis qui ont été mis à la retraite
en centaines de généraux, de colonels, etc. Ils sont en train de les attendre avec des piles de dossiers de scandales. Ils vont les lyncher. Et c'est pour ça qu'ils veulent absolument passer le 5e mandat. Donc pour moi, ce n'est pas géostratégique. C'est juste mafiocratique. Djemeldine, oui. Nous en savons qu'avec la déclaration de Gaulle, me semble-t-il, en 1961, en disant je vous donne l'indépendance, mais je sais ce que je fais, et nos serviteurs de demain seront vos enfants, c'est-à-dire les DAF. Et il n'y a qu'à rappeler, pardon Saïd, et je vous laisse la parole, il n'y a qu'à rappeler que De Gaulle avait autorisé à l'époque que M. Bouteflika, qui était commandant de l'ALN, aux frontières, pas de l'ALN de l'intérieur, qui était le commandant de l'ALN, a été envoyé par Boumediene pour contacter Aït Ahmed, pas Aït Ahmed, pour contacter Boudiaf et Ben Bella, pour leur proposer d'être président dès l'indépendance acquise, à condition de prendre Boumediene comme ministre de la Défense et vice-président. Et curieusement, De Gaulle a tout fait pour que tout commandant, tout rebelle qu'il était, Bouteflika entre en France avec un passeport marocain et qu'il entre dans la prison d'Aulnay, visiter les prisonniers d'Aulnay et leur faire cette proposition que De Gaulle a très précisément bénie. Parce qu'il ne voulait pas que des gens de l'intérieur de l'ALN qui a libéré le pays prennent le pouvoir, ni du GPRA, les gens intelligents comme Ben Khedda ou comme Farhat Abbas, mais il voulait des gens de l'armée des frontières qui étaient infiltrés par les DAF, déserteurs de l'armée française. Et je vous laisse poursuivre. Exactement, Djemeldi. Maintenant, on revient à la question que vous m'avez posée. Oui. La question, est-ce que l'une des missions, c'est d'être juste. L'autre, légal. L'autre, légitime. De défendre la nation et de défendre la légalité. Je donne un petit exemple. 1992, qu'est-ce qui s'était passé? Ils avaient défendu la légalité, bien au contraire. Ils ont interrompu un processus démocratique. Exactement. Comme l'a dit Aït Ahmed. Exactement. Moi, je disais processus électoral. Non, c'est Aït Ahmed a corrigé. Démocratique. Oui. Et ce qui a ramené le pays vers une catastrophe. 200 000 morts, 20 000 disparus. Et nous, on ne cesse pas, depuis un bon bout de temps, de dire « Attention, faites attention ». Bien sûr que certains nous mettent dans une situation où ils nous font le chantage au cas où, le chantage à l'urgence. Ils nous disent, mais attendez, il y a une urgence, faites attention, il faut qu'on prenne une décision, il faut qu'on monte des conclaves et qu'on sort avec une proposition. Un clan, il a sorti la transition positive, l'autre, il a sorti la transition douce, mais en disant, mais regardons l'avenir. On était parmi les rares qui disaient, mais attendez, un peuple sans passé, c'est un peuple sans avenir. Celui qui ignore son passé est condamné à le revivre. Bien sûr qu'il faut voir vers... Aujourd'hui, je suis jeune et quand j'entends les 65 ans, les 70 ans et je ne sais pas qui aujourd'hui qui nous disent « Ah, je suis un enfant du peuple et je suis un jeune », je vais leur rappeler un certain nombre d'éléments. Juste une petite parenthèse. En 1962, de 400 à 2000 militaires furent assassinés par ceux qui ont pris le pouvoir. En 1976, plus de 200 militaires furent radiés des rangs de l'ANP. En 1980, plus de 500 militaires furent radiés des rangs de l'ANP. En 1988, plus de 1000 militaires furent radiés des rangs de l'ANP. En 1992, entre 1000 et 2000 militaires, certains ont été radiés, d'autres ont été emprisonnés. Et d'autres ont été assassinés. Et compagnie. Les enfants du peuple. Si vous me disiez que Habib Souaidia est un enfant du peuple, je vais vous dire oui. Samraoui. Si vous me disiez Habib Samraoui est un enfant du peuple, je vais vous dire Haroun. oui. Haroun, si vous me dites que c'est un enfant du peuple, je vais vous dire oui. Parce qu'un enfant du peuple, c'est celui qui n'accepte jamais à ce que son frère, sa sœur, son voisin, le fils de sa patrie, y compris le lointain, subissent une injustice en se taisant. Et puis par la suite, on se réveille un jour et on se dit l'enfant du peuple. Vous n'êtes pas l'enfant du peuple, c'est nous les enfants du peuple. C'est nous qui luttons. Et nous, un camion de gendarmerie, un camion de police, ils nous ont jamais arrêtés quand on a voulu marcher sur Alger. Ils nous ont jamais arrêtés quand on a voulu marcher contre les injustices à Tizi Ouzou, contre les injustices à Oran, contre les injustices à Sétif et dans tout le territoire national. C'est ça l'enfant du peuple. On n'usurpe pas les concepts. Oui. Mohamed Khelvaoui, est-ce que vous avez entendu cette colère, cette belle colère, j'allais dire? Pardon.
Est-ce que vous avez entendu cette belle colère de Saïd Aknin contre ceux qui ont capté l'âme même de l'ANP, l'âme même de l'ALN, qui en ont fait un objet de captation de la souveraineté, d'enrichissement illicite, de mafiocratie? Est-ce que vous avez entendu Saïd Aknin? Écoutez, il a exprimé sa colère ou son point de vue ou sa manière de voir les choses. Ça, c'est son affaire, c'est pas la mienne. Moi, je suis à peine là à deviner quel est le sujet du débat. Parce que, franchement, je ne comprends plus ce que c'est. Mais pour insulter, faire des choses, moi, je pense, en toute honnêteté, je pense qu'il ne s'agit pas d'institutions ou d'armes. Je pense que le système établi, qui a montré toute sa stérilité, et la preuve en est, c'est que nous n'avons ni élite laminée à chaque coup, ni école parce que a peur que la société bouge. Donc, c'est un système qui a montré toute sa stérilité. Aujourd'hui, je ne sais pas, ce langage qui... Je me fous, c'est-à-dire, chacun peut s'exprimer comme il veut, je ne dérange personne, moi. Mais moi, je veux construire mon pays. Je dis que ce système a été limite, que l'Algérie a besoin d'autre chose, que nous avons besoin d'hommes qui s'adaptent à cette époque. L'Algérie mérite beaucoup mieux que ces gens-là. C'est un système qui n'a plus de ministres mais de fonctionnaires. C'est un système qui n'a plus de premier ministre, un fonctionnaire. Nous n'avons ni homme d'État, ni des ministres. Arrêtons ça, on peut faire mieux. Disons-leur qu'on peut faire mieux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Mohamed Khelvaoui? Mohamed Khelvaoui, qu'est-ce qu'il faut, vous qui avez été officier supérieur des services de sécurité de l'armée, vous qui avez une grande expérience, vous qui êtes un scientifique, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour sauver l'Algérie des griffes de ces gens qui n'ont plus de limites, qui n'ont plus de vision, qui sont dans une fuite en avant, qui sont dans une attitude suicidaire, y compris pour eux-mêmes? Qu'est-ce qu'il faut faire, Mohamed Khelvaoui? Il faudrait que l'élite se rassemble. Il faut que l'élite puisse réunir le peuple, parce que le peuple ne fait pas son élite. Il faut qu'ils comprennent que pas comme en URSS, lorsque les réservoirs des gens qui ont fait le 17 octobre 1917, la révolution d'octobre 1917, lorsque le réservoir s'est terminé, est venu un jeune qui s'appelait Gorbatchev et qui a tout foutu en l'air, il a changé. Aujourd'hui, le réservoir chez nous se vide, il n'y a plus. Et ça risque maintenant de se renverser, mais dans quelle direction, c'est à craindre. Moi, j'appelle le peuple à se regrouper, à prendre conscience. C'est un tournant très important pour le pays. Nous sommes dans une situation entre 50 et 54 où les partis politiques ne savaient plus comment avancer. Oui, mais Mohamed Khelvaoui, c'est facile à dire, mais vous savez très bien que le régime a fait le vide politique sur la scène politique, qu'il n'y a plus de véritables partis bien organisés qui disposent de moyens à même de pouvoir devenir des pôles autour desquels se rallieraient les volontés et les élites, comme vous dites. Comment faire, en l'occurrence? La presse me bioa dans une grande proportion. Les partis politiques qui sont au râtelier à la mangeoire. Les élites sont démobilisées, elles ne rêvent plus que de pouvoir quitter le pays. La jeunesse, avec qui vous allez susciter une telle synergie? Non, vous devez conclure en disant que ces 30-là, c'est leur argent à eux. On vous le passe. Le Watan et le Khabar ont publié des choses qui ne les arrangent pas, ils les ont brûlés. Voilà. Tu marches avec moi ou je mets le feu. Voilà, je vous remercie d'avoir signalé ce sabotage. Al-Watan, Al-Khabar, les seuls journaux qui disposent d'une imprimerie libre, donc qui ont arrivé un temps soit peu à se rendre indépendants, ils ont vu leur imprimerie prendre feu, brûler. C'est un sabotage qui ne fait aucun doute.
Allez-y, je vous en prie. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Des entrepreneurs qui ont appauvri, des sociétés qui ont fermé parce qu'ils n'ont pas marché avec eux ou ils ont marché avec d'autres, etc. C'est-à-dire, je vous plaide de l'argent, je ne vous le donne pas. C'est comme, excusez l'expression, un animal, pour ne pas le citer, à qui vous donnez à manger. Le jour où il tente de vous mordre, vous ne lui donnez plus à manger, vous le mettez dehors. Ils ne savent pas que c'est l'argent de ce peuple pour développer le pays. Or, une économie forte, des hommes forts, c'est ce système qui veut sa pérennité. Ils vont certainement le réformer. Et donc, il faut les interdire. Maintenant, il appartient au peuple, il appartient à lui. Une dernière question, Mohamed Khelfaoui, une dernière question assez délicate. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un vrai risque de coup d'État en ce moment et est-ce que vous confirmez qu'au sein même de l'armée, il y a aujourd'hui un grand nombre d'officiers supérieurs et généraux qui sont très mécontents, qui sont conscients que le pays risque de mourir et qui pourraient se mobiliser contre les autres? Moi, je pense que le schéma qui se dessine, c'est deux choses l'une. Ou bien il n'y aura pas d'élection, et c'est malheureusement, encore une fois, on sait qui va diriger le pays, ou bien alors il y aura des élections, et avant qu'il ne meure, on retouche à la Constitution pour avoir le vice-président chargé de la défense nationale, ce sera le chef d'état-major, le vice-président chargé du politique, ce sera Saïd Bouteflika, le vice-président chargé de l'économie, ce sera Bouhia. Et donc, à la disposition du président de la République, c'est Saïd Bouhia qui va prendre le pouvoir pour 5 ans. Et ça, et là, il sera très mal pris. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui, Rabbi yissar bladna, Inch'Allah. Khalaf Saïdi, à votre avis, au train où nous sommes en ce moment, nous sommes en train, et je remercie mes invités de parler aussi franchement qu'ils le font, ce qui est très rare par les temps qui courent quand il s'agit de l'armée, au point où nous en sommes donc où nous reconnaissons tous que les chefs de l'armée, du moins ceux qui ont le gouvernail de cette institution, sont dans la gabegie, ils sont dans l'acquisition d'armements en centaines de milliards. Au cours de ces 20 dernières années, les acquisitions en armement, en dotation militaire, en équipement se comptent par centaines de milliards, en tout cas plus de 100 milliards de dollars, c'est sûr et certain, et avec les commissions, les pots de vin que cela suppose. Pourquoi on ne sait pas. Nous défendre contre qui on ne sait pas. Sinon, comment faire, Khalaf Saïdi, et ce sera le dernier volet de notre émission pour essayer de suggérer quelque chose, comment faire pour faire en sorte que cette institution soit restituée au peuple, que la souveraineté soit restituée au peuple, que l'armée ne décide plus, qu'elle réintègre les casernes et qu'elle se confine dans son rôle de défense de la nation et rien de plus. Oui, Jamal, merci beaucoup. Je partage pleinement ce que vous venez de dire à l'instant même. Et moi je dis, si vous permettez, une phrase en arabe. وأنا آسف جدا متأسف جدا أنه منذ 2014 إلى يومنا هذا وبعض المعارضة الجزائرية ما زالت غارقة غارقة في النضالية التوسلية المطلبية الانتظارية المناقضة لأسس النضال الجماعي الحقيقي والجاد. Voilà ce que je peux dire en arabe, ce que je voulais dire en arabe. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour sauver cette Algérie-là, pour aller vers un véritable État de droit? Je pense que la meilleure solution, c'est d'aller vers une élection libre et honnête. Et il faut aller pour asseoir aussi le Majlis Tassisi pour sauver l'Algérie. Et moi, je reste convaincu, je vais vous le dire en toute sincérité, nous n'avons plus le droit aujourd'hui de rester spectateurs pendant que d'autres décident de reconduire
le triste sort de notre pays. Nous n'avons plus le droit de laisser refaire. Il faut comprendre le réel pour aller à l'idéal. C'est ça le courage politique d'aujourd'hui. Oui, mais en termes clairs, Khelef Saïdi, en termes clairs, c'est très beau ce que vous dites et j'adhère pleinement à ce que vous nous suggérez. Mais en termes plus concrets, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je refuse de replanter la graine haineuse et mauvaise dans la terre fertile de mon pays. La seule façon de prouver sa citoyenneté, d'aller vers un changement, c'est de voter. Et je dis bien, je termine avec ceci, seule la surveillance citoyenne dans les bureaux de vote peut assurer le résultat de cette élection-là. Et merci. Merci Khelef Saïdi, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Soufiane Gilali, qu'est-ce qu'il faut faire face à cette armée qui est devenue l'otage d'une junte qui en dispose comme elle veut? Je rappelle que les gens qui constituent cette armée sont les enfants de l'Algérie. Ce sont les fils de l'Algérie. Et les filles aussi, puisqu'il y a des femmes dans cette armée. Mais malheureusement, cette junte, au nom de la discipline militaire, elle en dispose comme elle veut. D'ailleurs, vous avez entendu Yahya dire très clairement, pour nous menacer, pour nous agiter la mort sous le nez, il nous a dit, de toutes les façons, on a l'habitude de gérer la rue. Si les Algériens s'avisent d'aller manifester dans la rue, on sait gérer les manifestations de rue. Et c'était pour rappeler qu'en 1988, ils ont très bien géré les manifestations, comme on le sait, Soufiane Gilali, avec des mitrailleuses lourdes et des tirs à hauteur de poitrine. Donc, comment faire pour empêcher cette junte d'utiliser nos enfants contre nous et comment faire pour contraindre cette junte de rendre l'armée au peuple et de ne plus se mêler de politique? Ce qu'il faut faire, c'est comme dans toute l'histoire de tous les peuples contre les despotismes. Il faut qu'il y ait une conscience, il faut qu'il y ait une citoyenneté, il faut que les hommes et les femmes du pays, de la société se sentent impliqués. Moi, je ne viendrai pas ici vous donner, ni à quiconque d'ailleurs, une leçon sur ce qu'il y a lieu de faire. Je fais ce que j'estime être nécessaire et de mon devoir de faire. Moi, ça fait 8 ans que j'ai constitué un parti politique, que je me bats tous les jours, qu'on forme une nouvelle classe politique, qu'on écrit, qu'on avance des idées, qu'on produit un projet de société, qu'on met en place un programme politique, qu'on se déplace, qu'on se bat. Donc il ne s'agit pas simplement de parler, il faut faire. Or, le faire, je peux vous assurer que nous faisons ce qui est en notre capacité. Au-delà, il faut attendre que cette conscience-là émerge peu à peu. C'est ainsi que s'écrit l'histoire des peuples, avec les actes et non pas trop avec les paroles, et surtout quand elles sont en l'air. Oui, mais Soufiane Gilali, moi j'aime bien discuter avec vous parce que vous êtes un homme très honnête. Vous n'évitez pas, vous n'éludez pas les questions, vous répondez toujours. Moi je vais vous dire, pour moi il n'y a pas de véritable opposition dans ce pays. Pas parce qu'il y a un manque de volonté, pas parce qu'il y a un manque d'engagement, ni de militants, parce que finalement vous vous êtes laissé enfermer dans la logique du système qui vous laisse le choix entre aller au râtelier, à la mangeoire, ou vous taire et vous confiner dans l'impuissance. Or, ce que vous avez fait à Mouatana par exemple, vous avez été à Constantine, vous avez été à Bjaïa, vous avez essayé, on vous a empêché, vous avez rendu le tablier, vous êtes rendu, vous avez dit « Ok, on ne nous laisse pas agir, donc on ne peut rien faire. » Non, je ne crois pas que ça, c'est un raccourci, c'est Bechenouf. Je rappelle que ça fait maintenant des années qu'on est sur le terrain. Vous pouvez en témoigner vous-même lorsque nous avons commencé à sortir dès 2013-2014. Je peux vous assurer qu'on était systématiquement derrière toutes les sorties. Je peux vous en citer beaucoup, y compris des déplacements lointains lorsqu'il y avait des mouvements.
Nous avons été plusieurs fois à Ain Saleh pour soutenir nos compatriotes quand ils luttaient contre le gaz de schiste. Nous avions fait des manifestations sur Alger. Nous avions fait des déplacements le jour du boycott pour les législatives. Nous avons fait des dizaines de wilayas, etc. Ce n'est peut-être pas le moment de faire le bilan, mais bien entendu, ce que vous avez raison, souvent il y a le choix entre le râtelier et le silence. Pourtant, vous le savez très bien que nous n'avons jamais été au râtelier. Et quant au silence, s'il est vrai qu'ici les chaînes, la presse, etc. nous confinent dans ce silence, simplement à travers votre canal, mais aussi à travers les réseaux sociaux, à travers nos actions, nous n'avons jamais baissé les bras. J'espère qu'un jour, ceux qui suivent sincèrement diront ce qu'est la vérité. Soufiane Gilali, Hachani Abdelkader, Rabbi Yerhamou, ce grand homme politique, cet homme loyal, droit, honnête, intègre, avait lancé au lendemain de l'interruption du processus démocratique, avait lancé, et même avant je crois, avait lancé un appel aux enfants du peuple qui étaient dans l'armée algérienne de ne pas obéir aux ordres de leur chef qui leur demanderait de tirer sur le peuple ou de le réprimer. C'était bien avant l'interruption du processus électoral. Il a payé très cher, plusieurs années de prison, 5 ans je crois. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas d'hommes politiques de cette envergure capables de lancer ensemble, pas de façon isolée, cet appel aux soldats algériens de ne plus suivre leur chef qui les mène droit au désastre et qui mène le pays tout entier au désastre? On peut toujours faire des actes héroïques, mais après, est-ce que cela signifie que la société aura évolué? Est-ce qu'on aura installé la démocratie? C'est compliqué. Il y a beaucoup d'Algériens, et j'en connais, et ce matin même on me le disait, s'il s'agissait de se sacrifier en tant que personne, je le ferais pour que l'Algérie retrouve la paix et la sérénité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On peut mourir par centaines, par milliers, par dizaines de milliers. Ce n'est pas toujours la solution. L'histoire des peuples est faite de ce mélange de travail, d'effort, d'intelligence, de patience aussi. Je sais que les Algériens sont impatients de voir les choses évoluer, mais peut-être que malgré tout, le mal est en nous, pas simplement en nos dirigeants. Et là, c'est une autre histoire. Merci Soufiane Gilali, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je reviens à Khalef Saidi qui ne s'est pas suffisamment exprimé. Khalef Saidi, pourquoi est-ce que les élites politiques de ce pays, parce que c'est là où se trouve le nœud gordien de la problématique, pourquoi les élites algériennes ne lancent-ils pas un appel à nos soldats, à nos officiers, à nos généraux qui aiment ce pays, qui ne veulent pas le voir fracasser contre le mur où on nous mène, non pas pour faire un coup d'État, nous n'avons pas besoin de coup d'État. Nous ne voulons plus de coup d'État. Nous avons eu trop de coups d'État. Pourquoi ne pas leur demander de refuser d'obéir aux gens qui nous mènent droit au désastre? Jamal, merci pour cette question. Moi, je vous dirais que la question, elle doit être posée à ces partis politiques-là, à ces présidents de partis, à ces responsables de partis politiques, si vous permettez. J'ai bien dit tout à l'heure, en arabe, j'ai dit المعارضة الجزائرية ما زالت غارقة في النضالية التوسلية. C'est-à-dire, elle est restée dans une tactique de rapprochement pour se rapprocher du pouvoir afin de l'impliquer dans la gestion des affaires du pays. Donc, il leur manque ce courage, justement. Il leur manque ce courage-là. Et je dirais même qu'ils sont incapables de se faire confiance entre eux-mêmes. Regardez, lorsque on regarde ce que raconte aujourd'hui Abdelrazak Makri, hein, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit النظام له آليات تزوير الانتخابات. Il a des mécanismes pour traficoter les élections. N'a-t-il pas, lui aussi, hein, été l'auteur du mécanisme de la destruction, hein, de خداع النضال التوافقي المظفراني? Il l'a fait. Et quand on regarde aussi
On parle aussi, on regarde le Front des forces socialistes aujourd'hui, je le dis en toute sincérité, en toute honnêteté. Quand ils nous disent c'est-à-dire c'est une affaire de tous, hein, pour arriver à ce changement-là. Et quand on regarde, qu'est-ce qui se passe au sein de cette direction-là? Alors, comment voulez-vous hein, arriver à ce rassemblement-là ou à rassembler ces leaders politiques, ces hommes politiques? Regardez Macri, je reviens, quand il dit كنا سنقاطع الانتخابات لو قررت كل المعارضة ذلك. Mais il se fout de la gueule des gens ou quoi? Il était le premier hein, à annoncer, à aller vers Saïd Bouteflika pour signer un pacte avec lui ou je ne sais pas quoi. Et donc, il y a un flagrant manque de confiance entre ces hommes politiques-là, entre ces partis qui n'osent même pas. Vous avez parlé d'un appel aux soldats, aux militaires, pour dire non, pour dire stop à cette mezala-là. Ils n'osent pas le faire, ils n'ont même pas osé hein, d'appeler, ne serait-ce qu'une fois ensemble, à une marche nationale. Le peuple a marché, à sortir, hein, à manifester et tout. Et merci, donc, merci Khilaf Saïdi. Saïd Aklin, on arrive bientôt à la fin de l'émission. J'étais en train de vous écouter tous et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas injuste qu'après tant de sacrifices, des gens qui ont donné leur vie pour que ce peuple vive libre, digne, fier, chez lui, on en arrive اليوم يحكم فينا واحد كيما يحيى غول ولد عباس سيدي سعيد سلال un point où ces gens, les frères Bouteflika, pour nous humilier, pour nous traîner dans la boue, ils choisissent les plus médiocres. Ils choisissent exprès les plus médiocres. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent Ould Abbas? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent Sidi Saïd? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent Haddad? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent l'autre ou Yahya? Ils choisissent les plus médiocres, les plus malhonnêtes, les plus menteurs. Et dans tout ça, une armée qui est là, à leur service, c'est elle qui les désigne, c'est elle qui les protège, les frères Bouteflika. Comment on aurait pu reconduire un mort vivant à un 4e mandat si ce n'était pas une science de gros sous, de grosses affaires? Donc, je vous repose la même question, il nous reste à peu près 2 minutes, je m'excuse de vous avoir pris de votre temps. Comment faire? Vous dites les choses si bien, mieux que moi. Que non, jamais de la vie, Saïd, au contraire. C'est la jeunesse qui connaît l'avenir, pas la vieillesse. Saïd, comment faire pour parler à nos frères, les soldats, les officiers, les sous-officiers, sans les appeler à la sédition ou à la rébellion ou au coup d'État, pour leur dire seulement, c'est nous votre peuple. Et c'est ça votre pays. Les généraux, là, c'est des généraux pleins de dorures et tout. Mais ils sont en train de nous voler, de nous tuer nos enfants. Comment leur dire ça, Saïd? C'est Jamel Din. D'abord, la première des choses, je tiens à rendre hommage à tous les militaires aujourd'hui qui sont sur le terrain, qui défendent nos frontières. À tous les militaires qui sont là, qui bravent les caprices de la nature pour venir en aide au peuple et pour défendre. Ils sont innocents, les pauvres. La spécificité algérienne, tout à l'heure, tu as parlé des enfants du peuple. En effet, il n'y a pas un village où il n'y a pas un militaire ou un homme en service. La spécificité algérienne, c'est qu'il y a un commandement qui utilise justement l'institution pour ses propres intérêts, tout en excluant un certain nombre de franges. Les retraités de l'armée, le Matoubin Tadjesh est une preuve aujourd'hui qu'il y a des disparités et qu'il y a... Aujourd'hui, Jamel Din, je rends aussi un vibrant hommage et je parle avec beaucoup d'émotion de leur mémoire de ceux qui furent assassinés. Oui. Pour défendre le pays, oui. Parce que ne confondons pas les choses. L'institution appartient au peuple. Absolument. Le commandement,
le commandement croit que le peuple lui appartient. L'impératif aujourd'hui, je suis même pas un opposant. Moi, je suis un résistant parce que l'opposition repose sur un certain nombre de facteurs qui n'existent pas en Algérie. Moi, je suis un résistant. Et l'impératif aujourd'hui, nous sommes dans la même période qu'entre 49 et 54. C'est une période de flou où il n'y avait absolument rien. En même temps, une période charnière. Il y avait une irruption de jeunes qui ont pris en charge. Aujourd'hui, nous sommes dans cette période. Je lance juste un petit appel au peuple algérien. Peuple, aimons notre pays. On n'a pas un peuple de rechange, mais aimons-nous. On ne peut aimer son pays qu'en militant, qu'en s'intégrant. Aujourd'hui, moi, je suis contre le simulacre, mais je vais permettre à ceux qui vont y aller voter de publier sur ma page. Merci, merci Saïda Knin, merci Mohamed Khelfaoui, merci Sofiane Gilali, merci Khallaf Saïdi, et merci à vous beaucoup, mes chers amis, de nous avoir suivis. Nous avons un peu largement dépassé l'horaire habituel. C'était tellement passionnant d'écouter nos invités. Merci beaucoup. Salama.